Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émission. On vous emmène en centre-Bretagne, au cœur de l'impressionnante vallée des Simpes, alors que le site touristique s'apprête à accueillir sa 100e statue. Pour en parler, Élie Guéguin, le vice-président de la vallée des Saints, est avec nous. Une astuce également ce matin pour éviter le gaspillage alimentaire. Et si nous partagions nos frigos, très en vogue à Berlin et au Québec, cette initiative de frigo en libre service débarque également en Bretagne. Illustration à Brest et à Rennes dans quelques instants. Nous nous intéresserons aussi à vos droits et particulièrement aux modalités d'un achat immobilier à deux. Êtes-vous marié, pacsé ou en concubinage? Eh bien, selon votre situation, les précautions à prendre ne sont pas les mêmes. L'éclairage tout à l'heure de Maître Geoffroy et Monet. Nous vous emmènerons ensuite au bout du monde. C'est le joli nom donné à la presqu'île de Crozon, une balade entre terre et mer concoctée par notre guide, auteur, photographe préféré, Pierrick Gaveau. Et puis notre coup de projecteur dans le rétro nous plongera quant à lui dans les archives de l'émission La France défigurée. Dans les années 70, elle provoque le débat en dénonçant l'urbanisation à outrance, celle de la Bretagne notamment. Retour sur ces archives INA avec l'historien Erwan Le Gall. Sans oublier l'ami Billy qui sera en mode cueillette de fruits, de légumes et de fleurs à Torigné, près de Rennes. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo, ma chère Catherine. Alors c'est la Saint-Soleil aujourd'hui, je crois. Il fait beau, bah oui là. C'est la fête au soleil, c'est la fête au grand rond jaune, comme on dit. Profitez-en, faites des captures d'écran. Et puis, c'est le moment de chanter. Pour les longues soirées d'hiver. Ah oui, c'est le moment de chanter. C'est le moment de chanter. Moi, je suis toujours partante. Allez, attention. Il fait 26 à Rostronin, y a moyen. Il fait 26 à Rostronin, y a moyen. Il y a moyen de se balader en Centre-Bretagne, il y a moyen de visiter la vallée des Saints. Wouh, voilà. Yeah, merci beaucoup pour cette introduction au rock'n'roll. Allez, autant de bonnes raisons, vous m'en faites bafouiller, dites donc, de rester avec nous dans la bonne humeur et la joie. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. On se retrouve tout de suite, 9h50, le matin Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin Bretagne et on est ravis de vous retrouver. Restez avec nous parce qu'il va y avoir de belles choses qui vont se placer sur ce plateau. On va d'abord accueillir Raphaël Madi. Bonjour Raphaël, vous nous parlerez de frigo-troc. Tout à fait. On n'élude pas le mystère pour l'instant, vous nous direz ça tout à l'heure. Bonjour Erwan Le Gall, avec vous on fera un petit tour dans les archives INA. Geoffroy, on parlera d'une question tout à fait d'actualité parce qu'il y a beaucoup d'achats immobiliers souvent avant l'été. Bonjour. Bonjour d'abord. Effectivement, bienvenue à vous, on vous retrouvera tout à l'heure. Bonjour Élie Guéguin, vice-président de la Vallée des Saints. Bonjour. On parlera de ce site touristique qui accueille plus de 335 000 visiteurs chaque année. Oui, c'est impressionnant et vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Alors on se disait avec toute l'équipe là de la matinale, puisque vous êtes un expert dans le domaine des saints, mais les saints S-A-I-N-T-S, je précise, on vous laisse faire un petit quiz sur les saints justement. Alors on va voir si vous êtes calés. Attention, c'est parti. Quel est le saint qui aide à retrouver les objets perdus? Saint Thomas. Saint Thomas? Ah non, c'est lequel? Je suis pas expert. Geoffroy, Erwan, non. Saint-Antoine de Padoue quand même. Bien sûr. Saint Thomas, c'est celui qui croit que ce qu'il voit. Oui. C'est ça. Oui. Allez, quel est le saint visible à Ploumanac qui pouvait exaucer le vœu de certaines jeunes filles d'être mariées dans l'année? Oui, mais non, je pense à Sainte-Catherine, mais justement... Ah non, elle est là, Sainte-Catherine, elle est juste là. C'est alors je ne me souviens plus du nom du saint, mais c'est un saint qui était installé sur la plage, qui était en bois à l'origine. Tout à fait. Et donc les jeunes filles venaient lui piquer une épingle dans le nez, et si l'épingle tenait, elle avait la garantie d'être mariée dans l'année. Ben voilà, plus rien à rajouter. Il s'appelle Saint-Guirec. Voilà. Saint-Guirec sur la plage de Ploumanac, effectivement. Et les jeunes filles devaient planter une aiguille si elles tenaient. Voilà. Vous avez tout à fait raison, elles étaient mariées dans l'année. Allez, on termine avec les saints de glace. Que signifie-t-il en jardinage? On va voir si vous êtes calés. C'est la dernière gelée. Souvent, c'est ce qu'on dit. Voilà. Il faut plutôt planter après les saints de glace plutôt qu'avant. Ben voilà. Et vous savez le nom des saints de glace? Ils s'appelaient comment, ces sacrés saints? C'était trois.
Ils étaient 3, c'est ça. Et ben, c'était Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servais. C'était le 11, 12 et 13 mai. C'est toujours d'actualité. Alors voilà, avis aux jardiniers qui nous donnent un petit peu leurs expériences. Est-ce que vous avez testé vous-même les plantations avant ou après les seins de glace? On attend vos témoignages. Voilà. Allez, on va retrouver tout de suite l'ami Billy, je vous propose. On va le retrouver justement dans une cueillette à Torigny, près de Rennes. Est-ce que ça a été planté avant ou après les seins de glace? On va voir si ça a bien poussé en tout cas. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors nous sommes ce matin en compagnie de notre ami Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Billy. Ça va bien? Ça va très bien. Alors nous sommes ici à Torigny-Fouillard, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'appelle ici le lieu? Alors nous sommes ici à la ferme de la Réauté La ferme de la Réauté. et la cueillette de Torigny. Ok, cueillette de Torigny. Alors vous avez compris, ce matin nous allons faire de la cueillette. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir en ce moment de disponible à la cueillette dans votre jardin, Jean-Claude? Alors aujourd'hui c'est le début de la saison. On vient de sortir des fraises que nous avons en moindre quantité, mais on va trouver aussi des tomates, des courgettes, des aubergines, des concombres, de la salade, et plein d'autres choses que l'on peut trouver en cette saison. Tout ce qu'il y a dans un potager classique de la maison, quoi. En plus grand. En plus grand, c'est ça. Exactement. Bon alors, montrez-nous parce qu'il faut qu'on s'équipe pour aller faire la cueillette, c'est ça? Exactement. Allez, Alors, on y va. Allons-y. Alors, donc quand les gens arrivent ici, c'est ouvert de quand à quand ici? C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche matin et le lundi matin, D'accord. de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. D'accord. Donc les gens Donc, arrivent ici. Voilà. Déjà, ils prennent un sécateur, je pense. Alors, c'est pas forcément la première chose qu'ils prennent, mais j'ai mais envie c'est ce que d'en nous prendre un. conseillons. Ah ouais. Donc, on va prendre un sécateur. D'accord. On va s'équiper de barquettes Ok. dans lesquelles on pourra mettre des fruits, des légumes, Ok. ça éventuellement marche. un panier. D'accord. Alors, on va prendre Allez, ça. je m'équipe. Voilà. Et Et je puis- vois qu'il y a des petites brouettes. Un sac dans Ok. lequel on aura une jauge pour savoir si on a mis 5 kilos de pommes de terre, 10 Ah kilos de pommes de oui, terre. parce qu'une fois qu'on est sur place là-bas, on pèse Et pas, puis quoi. aussi, on pourra vérifier qu'on a le légume à la bonne taille. Est-ce qu'il est de la bonne longueur? Est-ce que ma courgette fait 25 Il cm faut un de long? minimum syndical pour pouvoir s'en servir, c'est ça? Exactement. Bon. Et là, donc, on prend la brouette. Alors, il y a les brouettes pour les enfants aussi, c'est ça? Oui, donc toute la famille peut effectivement circuler dans la Bon. cueillette. Eh ben, moi, je prends la brouette. On a chacun un sécateur. Et on Allons-y. est parti. Bon, bah écoutez, les filles, enfin, je dis les filles, Laurence, on se retrouve tout à l'heure. On va aller dans le vif du sujet. On va aller récolter tous ces fruits. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. Vous nous avez bien fait rire avec votre courgette. Allez, Raphaël Madi, avec vous, on va parler consommation. Pour celles et ceux qui veulent consommer mieux, moins gaspiller, la tendance du moment, c'est le troc alimentaire. On échange des aliments sur Internet, sur son lieu de travail également. Et depuis le début de l'année, à Rennes, grâce à vous, cet échange se fait dans des frigos partagés. Alors, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne concrètement ce frigo troc. Alors l'idée est simple en fait, on est parti de l'observation qu'on gaspille énormément de nourriture dans les familles, dans les commerces. Selon les statistiques, le gaspillage va de 30 à 50% de ce qu'on produit. Et à partir de là, on s'est aussi inspiré de ce qui se fait en Allemagne à travers un projet qui s'est développé sur toute l'Allemagne, de mettre en place des points partagés, de partage alimentaire pour justement permettre aux habitants, aux citoyens de pouvoir partager ces aliments dans un principe de mixité. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique de redistribution pour des personnes les plus démunies. On est plutôt dans un principe universel de partager des aliments qu'on ne consommerait pas et qui sont toujours consommables, c'est-à-dire dans la limite effectivement de la date limite de consommation. Bien entendu. Alors, Voilà. quels sont les aliments que l'on peut justement déposer et ceux qu'il est interdit d'échanger? Alors, les aliments qu'on peut déposer, effectivement, les fruits et légumes. Il y a énormément de fruits et légumes qui sont gaspillés pour diverses raisons, à la fois chez les ménages, mais aussi dans les petites, moyennes surfaces, les maraîchers. Et puis, tout ce qui est aliments secs, aliments secs encore conditionnés. Voilà. Et là, on est en train de... On voit aussi qu'avec les usages, puisqu'il y a 6 points frigo-troc qui sont installés, Ah, ils sont que les gens exactement. ont aussi envie de partager des fromages, des œufs, des produits qui sont un petit peu plus compliqués à partager, puisqu'il y a une problématique, enfin il y a une question aussi de qualité de l'aliment qui est déposé et de confiance. Alors nous, dans le projet, on Alors, a justement. beaucoup joué sur la confiance. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle justement les dates limites de consommation? Alors voilà, nous en fait on se positionne par le prisme donc de mon association, l'association Bug, sur on va dire un processus de certification. De transparence et de traçabilité, avec un jeu d'étiquettes, par exemple, qu'on voit à l'antenne. Et le fait aussi que chaque point frigo-troc est adossé à
une structure, soit une association, soit une entreprise, soit un commerce, par exemple, sur le commerce de Saint-Hélier. Et donc un référent s'occupe du frigo, va régulièrement regarder si des aliments dont la date limite de consommation est dépassée. Voilà, et puis il nettoie le frigo, entretient, anime, voilà. Donc les règles d'hygiène sont tout à fait respectées. Exactement, c'était vraiment le principe du projet pour pouvoir justement étendre l'idée. En fait, sur différents points dans la ville. Alors justement, vous parlez de points dans la ville. Combien y a-t-il de frigos dans Rennes et où sont-ils? Expliquez-nous un petit peu. Alors pour l'instant, on est à 6 points frigo troc. Certains sont installés dans des maisons de jeunesse, et donc MJC à Bréquigny. On en a un situé au pied du commerce rue Saint-Hélier Day by Day. Voilà, donc lui, il le sort tous les matins, il le rentre tous les soirs, de façon à pouvoir, également éviter les dégradations potentielles. Un autre sur le quartier du Blône, l'association Le Petit Blôneur. Un autre qui est installé dans l'école Ascoria, située à Beauregard. Et puis le 5e, j'ai oublié. Je vais me faire taper sur les doigts. On retrouve tout sur Voilà, frigotroc.fr, sur le site, c'est pas très compliqué. Alors vous parliez de Rennes, mais il y a aussi des initiatives un peu similaires en Bretagne. Vous avez inspiré des Brestois, justement, des Brestoises. On va regarder tout de suite ce reportage d'Yvan Froberg et de Yann Kefelec. Des réfrigérateurs en libre service où tout le monde peut venir déposer ou retirer gratuitement des produits alimentaires. L'initiative est généreuse, l'idée vient de Berlin et fleurit dans plusieurs villes françaises, Paris, Laval, Niort ou Strasbourg, et bientôt en Bretagne, à Brest même, aux abords du pont de Recouvrance, sur le seuil du restaurant Le Refuge Royal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau projet qu'on est en train de monter avec Refuge Royal. Et puis 3 charmantes jeunes étudiantes, on est en train de monter le frigo solidaire. Le frigo solidaire, un fonctionnement on ne peut plus simple. Les gens qui souhaitent faire un don peuvent venir déposer ce qu'ils souhaitent dans les horaires d'ouverture du salon de thé, c'est-à-dire 10h, 19h tous les jours, sauf le mardi. Et en contrepartie, toutes les personnes qui ressentent le besoin de se servir sur du frigo solidaire, ils viennent librement aussi sur ces horaires-là et se servent gratuitement dans le frigo. Les 3 jeunes filles à l'initiative du projet cherchent à boucler le budget nécessaire par le biais d'un appel à dons pour faire rimer solidarité et esprit de bon sens. L'objectif, c'est aussi de diminuer le gaspillage alimentaire. On va aller voir et faire de la communication autour de ce projet auprès des commerçants pour qu'ils puissent déposer leurs invendus également pour être solidaires et en même temps réduire le gaspillage alimentaire. Le projet d'un frigo, ça crée aussi un lien social tout autour de ce quartier. Et le fait que ce soit anonyme, qu'on puisse amener et récupérer. Et puis moi, des fois, chez moi, j'ai des choses que je ne peux pas manger et je les jette et ça me révolte. Encore quelques coups de pouce financiers via un site de crowdfunding et le frigo solidaire devrait trouver sa place à Brest d'ici l'automne prochain. On en parle ce matin du troc alimentaire et de ces frigos solidaires. Vous connaissez ces jeunes femmes? Ah oui, très bien. Ouais, très bien. On les connaît puisque c'est une initiative à peu près similaire qui a émergé sur Paris il y a quelques mois. Voilà. Alors que nous, pour l'instant, le projet est centré sur Rennes, puisque en fait, il a été financé par la Fabrique citoyenne il y a 2 ans. Et puis, en fait, l'idée, c'est de ne pas se disperser. On travaille pour le moment sur la métropole rennaise, avec l'idée, en fait, d'avoir plusieurs points, je dirais entre 20 et 30 d'ici 2 ans, de façon à ce que ça fonctionne comme un système, en fait. Alors justement, voilà. Si chacun d'entre nous, imaginons Geoffroy, Erwan ou Élie veulent monter justement un frigo dans leur quartier, comment ça se passe? Est-ce que vous apportez un soutien? Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, bien sûr. Oui, nous, on est garant. En fait, on est garant. Nous, on se positionne un petit peu à la coordination. En fait, l'association Bug, on aide les personnes ou les structures qui veulent installer un frigo et dans un premier temps, en fait, on va échanger sur les usages, ou en tout cas les potentiels usages. Ça veut dire déjà, quelle est la structure, où est-ce qu'elle se situe, est-ce qu'il y a possibilité d'accueillir du public, est-ce que c'est préférable de mettre, comme on l'a vu là, sur frigo solidaire sur le trottoir. Donc en fait, on essaie d'adapter plusieurs objets, si vous voulez. C'est très ouvert. On est en mode... un terme issu du numérique qui est une des marques de l'association Bug, c'est le terme de maker. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, on va inventer d'autres formes de frigo partagés ou de garde-manger, comme celui qu'on a conçu là, qui est installé à Villejean. Voilà, j'ai oublié le 5e point.
Et le 6e dans la Vienne, voilà, parce qu'on a été sollicité. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de construire une réponse adaptée. Ça peut être effectivement un frigo, ça peut être un garde-manger comme celui-ci si c'est volumineux, ça peut être une étagère, un petit meuble. C'est vraiment adapté. Je pense on est parti du principe qu'il y a plusieurs réponses et qu'il faut être agile et s'adapter en fait et pas avoir une réponse standard. Et avec donc les référents, les animateurs, faire aussi évoluer l'objet à terme. Et ce qui est important, et j'insiste par rapport à Frigotroc, c'est vraiment d'avoir alors je ne vais pas dire un label, parce que ça répond quand même à un cahier des charges probablement plus technique que celui-ci, mais en tout cas, on a certifié le process avec les services d'État, avec les institutions, les collectivités territoriales et l'ADEME, de façon à ce que justement cette confiance puisse être garantie dans le dépôt et dans le retrait d'aliments. C'est fondamental. D'un point de vue, sur la durée, je pense. Voilà, merci Raphaël. Est-ce que ça vous tenterait, Geoffroy, Erwan ou Élie, de monter ce type d'initiative justement dans votre quartier ? Qui peut être contre ça d'une manière, quel argument sensé peut-on avancer contre une telle initiative? Mais après, voilà, il y a un accompagnement, donc c'est vrai que c'est tentant. Quoi. Et ben, merci beaucoup d'être venu nous montrer cette belle initiative. On va revenir vers vous, Élie Guéguin, maintenant, pour parler de la Vallée des Saints. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y en a quand même quelques-uns peut-être, la Vallée des Saints, c'est une sorte, on va dire quoi, d'île de Pâques bretonne? C'est un petit peu ça? Oui, c'est un petit peu la référence, c'est ce qu'on a dit dans un premier temps. C'est beaucoup de choses, en fait, la Vallée des Saints, c'est difficile à définir. Donc, c'est une galerie de sculptures en plein air. À ciel ouvert. À ciel ouvert, voilà. Des géants, tout à fait. Oui, des géants. Sculptures absolument. géantes. C'est aussi un livre d'histoire. J'ai un historien près de moi, là. Voilà, c'est un endroit où on peut se promener, se ressourcer, venir en famille, venir seul. Voilà, donc c'est un lieu où on peut se restaurer aussi désormais. Donc c'est tout ça. Et donc globalement, c'est du patrimoine, c'est d'abord du patrimoine immatériel, qui est représenté donc par des sculptures, parce qu'il faut trouver un support. Donc ce sont des sculptures effectivement qui font entre 3,50 m, 4 mètres, 5 mètres, presque 6 mètres de hauteur pour les plus importantes. Donc c'était ça, l'objet, c'est de capter l'attention du visiteur, et puis donc de faire en sorte qu'il devienne curieux, qu'il regarde, qu'il se renseigne. Il y a toutes les raisons pour, en tout cas. Alors vous avez 99 saints présents sur le site pour l'instant. Oui. Il y en a un 100e qui arrive. Je vous propose justement qu'on regarde un reportage tout de suite sur ce périple qu'il a effectué pour venir jusqu'en Centre-Bretagne. Il vient de traverser la Manche. À bord de la nébuleuse, Saint-Piran, géant de granit, arrive tout droit de Falmouth, en Cornouailles anglaise. Il est resté bien sage et c'est ce qu'on souhaitait. Il est resté à prier tranquillement, allongé à sa place. Pour son arrivée dans la baie de Paimpol, ses parrains et marraines sont venus l'accueillir. Il le découvre grandeur nature pour la première fois. Oh, il est beau! Merci. Là, aujourd'hui, on voit l'apothéose. On voit de ce granit dégager un visage doux, je disais serein. Ce qui est remarquable dans la sculpture, c'est qu'ils ont su traduire sur du granit la sérénité, la douceur et la sérénité. C'est magnifique. Le moine breton originaire d'Irlande et saint patron de la Cornouaille aurait vécu au VIe siècle. Les sculpteurs Stéphane Rouget et David Patton ont travaillé pendant 1 an pour lui rendre un visage, une histoire, avec des gestes du passé. On travaille beaucoup à la carrière, à la main, comme les anciens. On remet un petit peu l'histoire du passé dans le présent et on se sent un peu charnière dans tout ça. C'est important. C'est pas oublié. Saint-Piran est la 100e statue de la Vallée des Saints et pour la première fois, la sculpture réalisée outre-Manche vit le même voyage que son personnage 1500 ans plus tard. C'est traverser des géants, déjà c'est très symbolique, déjà ça représente tous ces personnages, tous ces saints bretons qui ont traversé la Manche entre le 4e et le 8e siècle. Donc voilà, ça fait mémoire déjà à toute cette histoire de la Bretagne. Un moment historique pour la Vallée des Saints qui compte bien poursuivre l'épopée. Il y aurait plus de 1000 personnages à faire connaître. L'arrivée de Saint-Piran n'est pas passée inaperçue sous le regard de 2 autres géants. Azenor et Conan, la nébuleuse s'est amarrée, saluée par la foule.
Après cette escale à Paimpol, Saint-Piran va entamer un périple en Bretagne, en bateau, en train, en charrette. Il rejoindra les 99 sculptures de la Vallée des Saints le 27 juillet prochain. Quelle odyssée, incroyable. C'est impressionnant quand même, ce travail. Alors, il y a 2 sculpteurs qui ont travaillé pendant un an sur ce petit dernier, on va dire. Justement, ça pose la question de savoir qui sont ces saints, en fait. Ce sont des saints au sens large du terme ou ce sont vraiment des saints catholiques? Alors, ce sont des saints comme nous tous ici. Ah bah, on n'est pas tous saints, je vous le dis clairement. On n'a sans doute pas vocation tous à la sainteté. Non. En fait, ce sont des saints qui sont reconnus comme tels pour ce qu'ils ont fait pendant leur vie d'homme ou de femme. Donc ce sont plutôt des bienfaiteurs, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça, oui. Donc en fait, ce sont des saints qui ne sont pas reconnus par l'Église catholique, à part quelques-uns d'entre eux, mais très peu. Donc ils n'ont pas été canonisés. Donc en fait, ce sont des saints qui datent comme ça a été dit dans le reportage, en gros du 5e au 7e siècle, un peu plus avant, un peu plus après. Et donc en fait, ce sont des personnages qui sont venus principalement du Pays de Galles, de Cornouailles britannique, quelques-uns d'Irlande, quelques-uns d'Écosse, et qui en fait sont venus avec leur communauté. Ils ne sont pas venus seuls, et ils se sont installés en Bretagne, dans ce qui était à l'époque l'Armorique, à un moment, en fait, au moment où l'Empire romain était en train de s'effondrer, au moment donc il n'y avait plus de structure étatique, entre guillemets, et ce sont donc ces personnages qui étaient des moines, mais qui étaient aussi des bâtisseurs de cathédrales, des constructeurs de monastères, des personnes qui ont enseigné nouvelles méthodes pour l'agriculture. Donc vous leur rendez hommage aujourd'hui, voilà. à ces bienfaiteurs. Donc ils ont fait un tas de choses pendant leur vie, et c'est ainsi que c'est les gens, le peuple qui les a reconnus comme tels et qui les a célébrés donc, depuis un peu plus de 15 siècles maintenant. Alors, qui sont les artistes qui fabriquent ces statues, justement? Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Comment ça se passe pour faire une sculpture dans la Vallée des Saints? Alors, on a une équipe, on a un noyau dur, entre guillemets, d'une dizaine de sculpteurs, autour duquel se sont agrégés 15 à 20 autres sculpteurs. Donc, c'est en même temps, donc, ce sont au départ, donc, ce sont des sculpteurs professionnels, mais qui ont formé des compagnons. Donc il y a une vraie transmission donc, il y a une sur le transmission, savoir-faire. donc ils ont régulièrement des apprenants, je ne dis pas des apprentis, parce que ce sont déjà des gens qui ont un savoir-faire. Donc ils viennent vraiment tâter, si je peux dire, le granit et donc se faire la main. Et donc ensuite, donc, ces jeunes sculpteurs font leur propre sculpture. D'accord. Voilà, donc ce sont ce qu'on appelle les séminaires de sculpture, c'est-à-dire que les sculptures sont toutes fabriquées en même temps, sur le même site, donc à Carnouette, dans la Vallée des Saints, et les sculpteurs donc, sont logés et nourris en résidence d'artistes. D'accord, sur place. Alors ça devient presque un label, finalement, sculpteur de la Vallée des Saints. En tout cas, c'est une reconnaissance aujourd'hui, réellement. Oui, on voit régulièrement donc les sculpteurs mettre sur leur carte de visite, sur leur document officiel, sur la facture ou sur leur bon de commande, sculpteur de la Vallée des Saints. Voilà. Et à qui appartiennent les sculptures? Est-ce que c'est aux artistes eux-mêmes? Est-ce que c'est à l'association? Ou est-ce que c'est aux propriétaires du terrain? Comment ça se passe? Alors, les sculptures sont la propriété patrimoniale, au sens patrimonial du terme, de la Vallée des Saints. Et donc, on a aussi négocié avec les artistes que la propriété intellectuelle soit également propriété de la Vallée des Saints. C'est-à-dire que les artistes cèdent leur droit de propriété intellectuelle à la Vallée des Saints. Donc les artistes se réservent seulement la possibilité d'éviter des photos ou des reproductions qui leur seraient dommageables. Oui, sachant que c'est financé par le mécénat, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. C'est financé par le mécénat. Donc chaque sculpture coûte aujourd'hui entre 13 à 15 000 euros. Donc parfois ce sont des communes ou d'anciennes paroisses, des familles, parfois un seul mécène, beaucoup aussi d'entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons un peu plus de 200 entreprises partenaires qui ont financé à un moment ou l'autre une sculpture et un peu plus de 3 000 mécènes particuliers. Donc qui ont financé certains 10 euros, 15 euros, 50 euros, 100 euros. Et donc lorsque le montant est atteint,
la sculpture est mise en chantier. Eh bien, écoutez, parfait. On attend donc avec impatience le 100e saint. Vous nous parlerez tout à l'heure des festivités qui seront organisées du 26 au 28 juillet. Je me tourne vers vous maintenant, maître Geoffroy Aymonnet. On va parler d'acheter un logement à deux. Alors, ça ne se fait pas par le mécénat, ce serait trop beau. Ça se fait différemment. Alors justement, marié ou pas, comment acheter en couple? Dites-nous tout. Plusieurs configurations qu'on connaît bien. Soit vous êtes en union libre, soit vous êtes pacsé, soit vous êtes marié. Et à chaque cas de figure, lorsqu'on est marié, tout dépend du régime matrimonial que l'on a. Si on n'a pas fait de contrat de mariage, on est soumis au régime légal que l'on appelle de communauté. Et à ce moment-là, automatiquement, le bien acheté appartient aux deux conjoints. D'accord. Même si l'un d'eux finance plus le prêt, même si l'un d'eux gagne mieux sa vie, c'est le principe de la communauté, 50-50. D'accord. Il peut y avoir juste une précision, c'est que si vous apportez des fonds qui viennent d'un héritage, d'une donation, à ce moment-là, vous pouvez l'indiquer à l'acte pour que ça soit plus clair entre les époux, notamment lors d'une revente ou d'une séparation. Alors, qu'en est-il si le couple est marié sous le régime de la séparation de biens? Là, c'est assez simple, il n'y a pas d'achat automatiquement à deux, on est libre d'indiquer la quote-part, donc le pourcentage que l'on souhaite. On peut indiquer 60-40, 75-25, en fonction, premièrement, des apports de l'un et de l'autre, s'ils sont différents, et deuxièmement, en fonction de la contribution au remboursement du prêt. Donc on peut faire du sur-mesure dans le cadre des séparés de biens. D'accord. Alors, quelle est la situation des couples pacsés? Ça, c'est encore un autre cas de figure. Oui, c'est assez fréquent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Pacs, il y a quasiment autant de Pacs que de mariages. Donc, c'est vraiment un phénomène de grande ampleur. Les gens pacsés aujourd'hui sont en grande majorité soumis à un régime de séparation de biens. Donc, c'est le même statut que les époux séparés de biens. Ils achètent librement. Il faut se poser les bonnes questions au départ, puisque ce qu'on indiquera à l'acte au départ en termes de pourcentage d'achat conditionnera, au moment d'une revente, et notamment lorsqu'il y a une séparation, la remise du prix à chacun en fonction de ces mêmes pourcentages. Donc c'est très important. La seule différence avec les mariés, c'est que les pacsés ne sont pas protégés par la loi en cas de décès. Ils ne sont pas héritiers automatiquement. Il faut créer un lien par un testament. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Il y a assez peu de gens finalement qui le savent. Lorsqu'ils passent à l'achat, en général, les notaires leur rappellent, et c'est à cette occasion qu'ils prennent conscience qu'ils n'ont pas de lien d'héritage automatique et qu'un testament est à faire. Le modèle de testament est discuté et fourni par le notaire. D'accord. Alors, dernier cas de figure, les concubins peuvent-ils acheter ensemble et comment peuvent-ils faire pour se protéger au maximum? Bien sûr, oui, ils peuvent acheter ensemble. Beaucoup de gens qui achètent ne sont ni pacsés ni mariés. Ça ne pose pas de problème en tant que tel, mais même chose, ils doivent se poser la question de leur rapport personnel respectif pour pas que leurs économies se trouvent diluées lors d'une revente, et puis de la prise en charge du prêt éventuellement. Donc pareil, liberté des pourcentages lors de l'achat. Mais en termes de succession, ils sont encore plus mal lotis que les pacsés, puisque même si des concubins faisaient un testament, le testament aurait assez peu d'impact, puisqu'il y a une fiscalité très lourde et très forte qui pèse sur l'héritage entre concubins, 60% d'impôts que l'État perçoit lors d'un héritage entre concubins. Donc vraiment, le conseil qu'on peut donner, c'est des gens qui achètent sans statut, donc en union libre, en concubinage, doivent de façon assez certaine se placer sous un statut, pacs ou mariage, s'ils veulent être correctement protégés en cas de décès. Merci beaucoup, Maître Aymonnet, de nous avoir éclairé sur ces questions essentielles quand on achète un logement. Merci beaucoup. Vous le saviez tout ça, les uns les autres? Pas complètement. Vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup. Grâce à Geoffroy, je me suis marié. Ah bah d'accord, très bien. C'était ici. C'est beau ça de savoir. Et oui. Bon, très bien. Merci beaucoup à vous. On est à la moitié de cette émission et je vais tout de suite rejoindre Catherine pour nous faire un petit débrief à mi-parcours, à mi-chemin. Alors ma chère. Je vais un peu charrier Maître Aymonnet. Parce que c'est quoi le monde vu par un notaire? Et vous disiez la Vallée des Saints, qui est propriétaire? Mais c'est vrai qu'on peut se demander qui est propriétaire. Quelle est la dénomination juridique de la Vallée des Saints? Est-ce qu'il y a des justificatifs de canonisation des prêtres? A priori, il n'y a pas de justificatif de canonisation des saints. Et voilà, quel est le régime fiscal, le financement participatif et tout. Vous avez raison. C'est une déformation professionnelle. Mais oui, c'est bien. Vous êtes à fond dedans et je trouve ça beau. Et c'est chapeau.
les archives. Ah, mais c'est bah, ça, c'est super. c'est Alina, c'est tout, faut chercher un peu. On a tous les experts là, merci Erwan. Merci beaucoup. Allez, nous retrouvons dans quelques instants justement l'historien Erwan Le Gall et puis notre guide, auteur, photographe Pierrick Gaveau qui nous emmènera en balade dans la presqu'île de Crozon. Côté actualité, les titres qui seront développés ce midi par Éric Pinault, eh bien, ce sera d'abord le point sur les travaux de la 2e ligne de métro à Rennes. Nous irons à Loya, prononcé Loya en fait, où tout le mobilier d'un château est vendu aux enchères. Et puis nous découvrirons le navigateur Philippe Péché qui s'élancera dimanche lors du départ de la Golden Globe Race. On va y arriver. Allez, on va tout de suite rejoindre Billy et sa cueillette à Taurigné. Alors du coup, celle-ci ici, je peux la Ah bah oui, elle est très bien. récupérer. Alors on a le droit de prendre que tomate par tomate, hein, c'est ça? Alors oui, parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le commerce, ici ce sont des tomates qu'on va cueillir lorsqu'elles sont à maturité. Elles sont rouges au fur et à mesure. D'accord. Donc vous voyez Laurence, nous sommes là de retour sur notre petit espace. Donc ce sont des serres. Les tomates, elles sont là et du coup, eh ben, on y va. Alors on a des petits conseils pour pouvoir les récupérer à l'entrée. Là, elles sont jaunes. Ça veut dire qu'elles sont mûres ou pas? Oui, c'est une tomate jaune, c'est une tomate cerise jaune. Allez. Alors on a toute une gamme de tomates cerises, on a de la tomate jaune. Vous voyez, cette petite tomate, je pense que je vais la goûter tout à l'heure. Je vais la mettre de côté. Mais comme il faut passer à la caisse, on n'a pas le droit de la manger quand on est dans le champ. Hein. Ça, c'est une bonne façon de cueillir. Ah, vous voyez, c'est bien. Mais on peut aussi prendre quelques rouges. Alors, les petites... Ah oui, en petite tomate cerise. Voilà, on va prendre une tomate cerise rouge. Ok, alors moi je prends avec le sécateur, mais c'est mieux de faire à la main peut-être. Sur la tomate, on peut tout à fait les cueillir à la main. On les détache très facilement. D'accord, ça marche. Donc vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. On a notre petite méthode de savoir comment est-ce qu'il faut ramasser le fruit pour pas l'abîmer, quoi. Alors oui, et à chaque endroit de cueillette, vous allez trouver effectivement des conseils appropriés sur la façon de les cueillir, sur la façon de les conserver, la façon de les manger. D'accord. Et Bon, dans allez. tout ce parcours que l'on va faire ensemble, on va évidemment remplir sa brouette, mais on va également ici prendre un grand bol d'air frais. C'est ça. On est à quelques kilomètres de Rennes. C'est ce que et j'allais vous dire, On là, est au c'est- milieu de la campagne. C'est un peu le loisir aussi de venir ici le samedi. Quand on n'a pas de jardin à la maison, on peut venir là, profiter avec les enfants, gambader. Ah, c'est une activité qu'il est recommandé de faire en famille. On va pouvoir accompagner les enfants, leur expliquer que tout ça n'arrive pas spontanément sur un étalage, Tout à mais fait. que ça pousse sur une plante, et leur montrer effectivement les fruits à différents stades de maturité. Super. Alors là, ici, vous avez les concombres, c'est ça? Oui, on est dans la forêt de concombres. Alors Billy, on va prendre un sécateur. Ah, là, il faut un sécateur pour la forêt de concombres. Voilà. Ah, parce que là, les tomates, on pouvait les faire à la main, mais ici, non, c'est ça? Oui, et donc Billy, on va choisir un concombre qui sera de la bonne taille, bien allongé, et celui-ci me semble parfait. Parfait. Bon, bah, Peut-être un peu écoutez, petit. Laurence, on se retrouve tout à l'heure. Moi, je continue à faire ma petite cueillette et on a plein de petits trucs à vous montrer. Il y a des fleurs, des machins, des fraises, enfin bon, plein de belles choses. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. Allez, après, vous voyez, après les courgettes, les concombres, mon cher Erwan. Avec vous, on va plonger dans les archives de la télévision et notamment une émission des années 70 qui s'appelle La France défigurée, qui a beaucoup fait parler d'elle. Exactement, et là je vous emmène dans ce qui est ni plus ni moins le plus bel endroit du monde, la Pointe des Blagueurs, l'Armor-Plage. À droite vous avez Groix, en face Gavre, Port-Louis, le Goulet de la Rade de Lorient et les Roches de Toulard qui sont menacées d'être défigurées. On découvre ça grâce à nos amis de l'INA. C'est parti. C'est en Bretagne que nous emmène maintenant le deuxième reportage de cette émission de la France défigurée. En Bretagne, vous aurez remarqué que nous nous y rendons assez souvent ces temps derniers. C'est que cette si belle région française, longtemps à l'abri, est de plus en plus convoitée par les promoteurs. Après le Cap Fréhel, la presqu'île de Crozon, voici le dossier de l'Armor-Plage, une commune de l'Orient. Le maire a de grands projets pour cette commune, un port de plaisance d'abord, et pour le financer, un programme immobilier de 2000 logements sur 200 hectares. Une aventure que beaucoup d'habitants refusent et qui les inquiète. Et un aménagement qui va mordre une nouvelle fois sur le littoral breton. Et un aménagement qui n'est pas conforme au projet d'avenir conçu par les experts de la région. Cela méritait bien un déplacement et cela méritait bien qu'il soit annoncé à coup de trompe.
L'église et la population. Vous allez voir maintenant une émission consacrée aux problèmes de notre bonne ville de l'Armor-Plage. Bonnes gens, le projet de la ZAC de l'Armor-Plage est-il une menace pour la côte bretonne? Vous allez maintenant en juger. Qu'on se le dise. Voici l'Armor-Plage. 6000 habitants, une certaine douceur de vivre au bord de l'océan, à 5 km à peine de Lorient. Douceur de vivre aujourd'hui menacée par un projet de ZAC, zone d'aménagement concerté, imaginé par la municipalité. Plus de 200 hectares, ZAC ambitieuse comme un défi au rivage encore interdit aux promoteurs. Voyez là, 2000 logements nouveaux, des marinas et un port pour les plaisanciers au milieu des rochers. On est compte d'une marina, là, une marina, vous vous rendez compte, les pieds dans l'eau. Pour qui? Me disons, pour des capitalistes, pour des gens qui ont du pognon, pas pour nous. Nous, bon, c'est pas pour nous ce truc-là. Une marina là, et puis un port de plaisance. Oui, dans les cailloux là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Des bateaux là, des bateaux. Enfin, on va faire des digues, c'est pas des digues, c'est des murailles. On va gâcher tout ça. Vous voyez, ces beaux paysages, là, ces beaux cailloux là. À la marée basse, c'est plein d'enfants qui ramassent des coquillages. C'est cette plage qui est magnifique pour les familles. Ben, tout ça va disparaître, monsieur. C'est vrai. Enfants et parents viennent à l'Armor-Plage par milliers chaque été pour passer des vacances tranquilles. Presque un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis, vous confirmez, hein? Oui. Erwan, qu'est-il advenu de ces pharaoniques projets? Ce port a-t-il été construit finalement? Alors oui, il a été construit, mais un petit peu plus loin, à l'intérieur de la rade de Lorient, au lieu dit Carnével, au pied de la fabuleuse et merveilleuse Villa Margaret, juste en face, la base sous-marine de Lorient. Évidemment, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris. Il a été inauguré en 1988, donc 13 ans après ce reportage. Il accueille alors 450 bateaux et plus de 1000 aujourd'hui, dont certaines unités faisant plus de 20 mètres, ce qui est quand même relativement conséquent. Alors c'est donc une victoire des protecteurs du paysage et de l'environnement quand même. Je serais plus nuancé, parce que si on regarde le propos de cet homme qui n'aime pas beaucoup les capitalistes, je cite, le projet est un peu chimérique. Il n'y a pas d'eau, donc pour un port, c'est quand même relativement embêtant, surtout à marée basse. De surcroît, c'est à l'entrée de la rade de Brest, donc si vous faites de Lorient, donc si vous faites un port, vous bouchez l'accès à la base, au port de Kéroman et au port lui-même de Lorient. Donc c'est parfaitement stupide. Néanmoins, l'archive, elle est extrêmement intéressante. Ce qu'il faut, pour vraiment la comprendre, il faut la resituer dans le contexte socio-économique de l'époque. Lorient n'est pas une ville qui va très 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 bien. On parle déjà de projets de départ des sous-mariniers. La pêche, ça marche pas très très fort. C'est une région qui a des difficultés. Et donc le tourisme, l'économie touristique, la tertiarisation de l'économie est en marche. Et finalement, c'est ce que montre cette archive, avec une rade de Lorient qui, à la base, moi je me rappelle, quand j'étais enfant, on voyait très régulièrement des bateaux de guerre et des sous-marins. Aujourd'hui, on n'en voit plus. C'est des navires de plaisance. C'est complètement autre chose. Alors du coup, le tourisme n'est peut-être pas la malédiction quand même dénoncée dans l'émission. On va nuancer là aussi. Alors, c'est toujours la même chose. Il faut nuancer. Les projets grandioses qu'on a vus ne se sont pas réalisés. On n'est pas comme au port du Cresty ou à la Baule ou à la Grande Motte, où ce sont des très très grands ensembles qui ont été construits. Ce sont plutôt des parcs de maisons individuelles, de résidences secondaires, qui ont généré tout un écosystème extrêmement vertueux dans l'industrie du nautisme, des ship chandlers, des voiliers, des chantiers navals, extrêmement de choses. Et donc, il faut bien comprendre aussi que ces projets, ce qu'ils dénotent finalement en 1975, c'est le déficit d'infrastructures touristiques économique de la Bretagne. Et donc construire ces infrastructures, c'est réinsérer le territoire dans une modernité et dans une dynamique économique. Et comme en toute chose, je crois que la mesure est bonne. Oui, il faut dynamiser, mais pas n'importe comment. Merci beaucoup, Erwan, pour cette archive commentée de façon passionnée, hein, on va dire ça. Alors justement, puisqu'on évoque le tourisme, là vous êtes extrêmement bien placé, hein, Élie Guéguin, avec nous ce matin. Vous, est-ce que c'était une volonté de dynamiser le centre Bretagne, de s'être implanté là sur cette motte Saint-Gilda ? Oui, ça faisait partie du projet, hein, parce que lorsque peu de temps après la création de la Vallée des Saints, donc il y a un appel à candidature qui a été lancé. Donc il y avait plusieurs communes, hein, plusieurs localités qui étaient candidates. Et le site de Carnoët a été retenu d'abord parce qu'il est beau, parce qu'on centre en Bretagne, et dans un endroit où
Donc il y a peu d'emplois. Il y a quand même une industrie importante, puisqu'il y a une usine agroalimentaire dans le bourg qui a une centaine d'emplois. Mais en dehors de ça, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose. Donc l'idée, c'était quand même aussi d'implanter une structure qui attire du monde. Qui attire du monde. Alors ça a dépassé nos espérances. Nous n'espérions pas autant de monde, puisque nous avons plus de 300 000 visiteurs l'an dernier. Avec une croissance énorme, qui a été très rapide. Très rapide, oui. Ça fait 10 ans. Oui, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, nous avons 13 emplois. Donc ça commence à compter dans un territoire comme celui-là. Donc, et 13 emplois, ce sont 13 emplois directs. On ne parle pas des sculpteurs qui sont là quand même plusieurs mois dans l'année. Des granitiers qui nous livrent des blocs de granit. Des transporteurs, des grutiers, de la manutention sur le site, et donc du développement de l'économie d'hébergement et de restauration, donc tout autour d'un rayon de 15 à 20 km autour du site. Oui, donc plus de 330 000 visiteurs l'année dernière, c'est quand même impressionnant. Ça vous amène d'ailleurs à construire un nouveau bâtiment d'accueil pour les visiteurs, parce que voilà, vous êtes un peu dépassé par le nombre de visites, quoi. Là, pour le coup... On essaie de suivre. Donc initialement, on devait restaurer une longère, qui aurait fait un peu plus d'une centaine de mètres carrés. Donc c'était un projet compatible avec les 40 000 visiteurs qu'on avait en 2013. Donc on a vite compris que ce serait trop court. Donc on a construit là une halle qui fait 255 mètres carrés, dans laquelle il y aura un magasin de vente de produits dérivés et un bistrot avec de restauration légère. C'est essentiel, ça, voilà. Pour accueillir les familles. Absolument, absolument. Ouais, et un frigo-troc très bientôt, puisque maintenant vous avez rencontré Raphaël Badi, donc tout va bien. Pas. Et pourquoi pas, vous voyez. On crée des liens aussi. C'est une très bonne idée, très bonne initiative que vous avez prise. Et vous allez faire des festivités du 26 au 28 juillet, justement pour accueillir ce 100e saint de manière officielle. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer alors, justement? Ce qui va se passer, c'est que déjà la sculpture fait tout un périple en Bretagne, donc en train d'abord de Paimpol jusqu'à Callac, ensuite tiré par des remorques avec des tracteurs, tiré aussi par des chevaux, et sera exposé donc à Ploué pendant une épreuve cycliste dans le Morbihan. Elle sera exposée à Garlesquin, elle est exposée aussi à Guarec, donc à l'abbaye Bon Repos, qui sera le quartier général des journalistes du Tour de France lors de l'étape du centre Bretagne. Donc voilà, et ensuite cette sculpture donc viendra à Plourard, donc une commune qui se trouve juste à côté, d'où elle sera transportée le 27 juillet, donc en charrette, et suivie par 400 motards. Dites donc. Voilà. C'est mieux qu'un président, finalement. C'est fou, ça. Donc, elle sera installée sur le site de la Vallée des Saints le 27 juillet. Et pour le symbole, donc, la sculpture sera posée sur un support en granit qui est fait à la Vallée des Saints. Et donc, ce sera la manière de faire le lien entre la Cornouaille, d'où vient la sculpture, et la Bretagne, donc, qui va fournir le socle. Eh bien, merci beaucoup, Élie Guéguin, d'être venu nous parler de cette vallée des Saints. Vous restez avec nous parce que là, maintenant, on va aller dans un autre très beau coin de Bretagne. C'est la presqu'île de Crozon, avec vous, Pierrick. Vous allez nous la faire aimer, cette presqu'île de Crozon. Déjà qu'elle est magnifique, mais alors là, avec ce que vous allez nous proposer, forcément, on va être conquis. Dites-nous tout, la presqu'île de Crozon, ça va de quoi? De Morgat Ça va de la pointe de Roscanvel, en face de la rade de Brest, jusqu'au cap de la Chèvre, au sud. Donc voilà, voulez-vous partir au bout du monde? Oh oui. Vous savez que la Bretagne a tout inventé. Mais on sait bien. On ne le dit pas assez souvent. On a le bout du monde chez nous. Chez nous, voilà, c'est très simple. Tiens, je vous le décris. On imaginerait difficilement une côte plus riche en contrastes. L'exquis et le farouche s'y côtoient, c'est un paysage de mythologie. C'est pas de moi, c'est d'Anatole Lebras au 19e siècle. Ah oui, waouh. Alors la fin du 19e siècle, justement, ce sont aussi les années de construction du tourisme balnéaire à Morgat. Oui, très précisément en 1884. Alors ce qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que ce sont les frères Peugeot
qui ont décidé d'investir à cette époque avec 2 autres hommes d'affaires, Louis Richard et Charles Lalance. Et donc, ils voulaient investir dans la construction d'un hôtel et d'un établissement de bains, comme on disait à l'époque. Et dans le contrat, au départ, il y avait précisé ni commerce, ni casino, ni colonie de vacances. Voilà. Donc 100 ans avant, on était déjà dans un esprit peut-être un peu développement durable. Sur le sujet, il faut lire la thèse de mon ami Johan Vincent qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes sur les débuts du tourisme dans l'Ouest et en Bretagne. C'est fascinant. Oui. Et cet esprit durable, il a démarré il a perduré sur la presqu'île de Crozon, puisque dans les années 30, on commençait à classer le trait de côte, à tenir compte de la protection du trait de côte. Eux, ils sont allés beaucoup plus loin. Dans ces années-là, ils ont déjà classé la zone rétro-littorale. Et puis dans les années 60, pour faire écho à ce qu'Erwan disait tout à l'heure, il y a eu une mobilisation énorme des réseaux associatifs environnementaux sur la presqu'île de Crozon, parce que on envisageait de faire un aménagement de type côte languedocienne. D'accord. Alors ces volontés justement et ces décisions reposaient sur des fondements plus anciens encore en fait. Oui, parce que dès la fin du XVIIIe siècle, il y avait un préfet, ancien receveur général qui s'appelait Jacques Cambry, qui voyageait beaucoup, qui prenait des notes, qui faisait des espèces de carnets de notes touristiques et qui disait que Crozon, c'était un attrait remarquable pour les peintres qui veulent placer dans leurs tableaux de superbes fonds de rochers. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans la période 1840-1860. Jules Verne en a parlé également dans Le Comte de Chantelaine, notamment de la grotte de Morgat, parce que c'est une des particularités de cette région, ce sont les grottes marines. C'est absolument magnifique, c'est cet endroit qui était déjà visité dès 1830. On louait des bateaux de pêcheurs pour aller voir les grottes marines qu'on ne peut accéder, auxquelles on ne peut accéder que par la mer. Et on a donc dans ces entailles, on peut rentrer avec des petites embarcations, des couleurs étonnantes. Voilà, il y a dans les veines de pierre, il y a des gris, des nuances de gris, il y a des ocres, il y a des bronzes, des verts et des rouges bordeaux. C'est très impressionnant. Alors si on ne visite pas les grottes, éventuellement on a malgré tout, de toute façon, une belle compensation en faisant à pied le tour du Cap de la Chèvre. Et là aussi c'est un spectacle fantastique. Ah oui, et ça je vous le recommande évidemment de suivre le sentier littoral qui, faut quand même le savoir, est tout sauf une promenade de santé, ce sentier littoral. À cet endroit, ce sont des falaises entre 60 et 80 mètres de haut avec des dénivelés très abrupts. On remonte une bonne quelquefois. condition physique quand même. Oui, dans les cailloux et les rochers, il y a des endroits où on pourrait même penser qu'on est dans une zone d'alpage de moyenne montagne. D'accord. Cela dit, il faut prendre son temps parce qu'on a affaire à un panorama exceptionnel à cet endroit. C'est peut-être un des plus vaste de Bretagne. On voit le Ménésome, on voit toute la baie de Douarnenez, on voit jusqu'à Locronan, après la pointe du Cap Sizun, et puis quand on revient au fond, il y a l'île de Sein, et quand on revient côté océan, il y a la pointe Saint-Mathieu, il y a Molène, il y a Ouessant. Si on a des bonnes jumelles et beaucoup d'imagination, on peut voir éventuellement Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada. En tout cas, ça fait partie de ces endroits de Bretagne où on s'assied, on prend son temps, on regarde loin, et puis, comme on disait, on est au bout du monde, on ne peut pas aller plus loin. Donc, tant mieux parce qu'on a envie d'y rester et on en prend plein les mirettes. Et Bout du Monde, c'est le nom du festival aussi de musique qu'on peut aller voir début août à Crozon. Exactement. Merci beaucoup, Pierrick, de nous avoir fait voyager depuis le plateau. Merci à vous. Allez, je vous propose justement qu'on aille retrouver illico, notre ami Billy, qui lui aussi nous fait voyager, mais au milieu des fruits, des légumes et des fleurs, à Torigné. Alors oui, nous sommes là ce matin pour terminer cette matinée avec Jean-Claude. J'ai passé un super moment ici. Moi aussi. Donc on a récolté tous nos fruits et légumes et je ne pouvais pas venir ici sans voir mes petites fleurs. Alors, donc on a aussi, en ce moment, il y a du dahlia, c'est ça? Oui. Et alors comment ça se passe? Oula, non. Où ça? Il faut bien le choisir, on va le couper à la base, comme ça on aura une grande fleur. grand comme ça? Et oui, donc on aura choisi une fleur qui est... Allez, Là, on peut ici, descendre un peu plus. Encore plus? Voilà, là, ici, on va couper là. Oh mais là, c'est vachement gros, hein. Donc voilà, on aura un joli dahlia, on a la première fleur qui est éclose, et puis Pas les mal, suivantes qui pourront éclore dans le vase. Ok, et donc ça c'est pareil, on passe à la caisse après et on... Oui, alors certaines poids, fleurs c'est seront comment au poids, d'autres seront à l'unité. D'accord. On va pouvoir par exemple cueillir cette cette rose qui petite semble rose là, te tendre et je vais les mains. l'offrir en direct ce matin
Je vais vous l'offrir. Alors, je coupe que en haut? Ah non, on va prendre la totalité de la Tout fleur. entièrement. De façon à pouvoir la mettre dans un vase et éventuellement la recouper quand on sera à la maison. Eh bien Laurence, regardez, c'est pour vous. Je vous offre cette petite rose bien sympathique. On a passé une super matinée à Torigny-Fouillard. Ici, on y vient du mercredi au dimanche, c'est ça? Non, tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, c'est Sauf encore le mieux. lundi matin et le dimanche matin. D'accord, c'est ça. Donc tous les jours de la semaine. Eh bien, à très bientôt ici, à Torigny, pour venir faire la cueillette. Bientôt tout le monde. À samedi, Billy, avec la famille? Ok. Ah bah voilà. Merci beaucoup, Billy. Et on précise d'ailleurs que le jardin de Torigny fait partie du réseau Cueillette Chapeau de Paille qui a des antennes un petit peu partout en France. Alors n'hésitez pas à y aller. Allez, c'est la fin quasiment de cette émission. On va tout de suite accueillir le débriefing de Denise Michelot qui nous rejoint d'un pas alerte. Oui, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour Denise. Bonjour ma petite Laurence. Je viens pousser à la télévision un cri d'alerte quelque part. J'ai envie de dire aux gens de respecter la nature. Parce que là, on voit des choses, c'est pas possible. À cette année, rien comprendre. Maintenant, les gens veulent des tomates en hiver, ils veulent des seins géants, ils veulent des courgettes de 25 cm. À un moment, non. Il faut savoir respecter la nature aussi. C'est quoi? C'est un petit quiz. D'ailleurs, pour la courgette de plus de 25 cm, messieurs, c'est Saint-Trita qu'il faut appeler. Ou alors Saint-Glinglin. Voilà. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va se remplir la brouette, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix, parce que c'est important. Notamment, consommons local, par exemple du sein élevé en plein air, voilà, qui se gambade dans la vallée. Ça, c'est bien. Hein, il faut continuer comme ça. Qui est transporté en charrette, vous le disiez. Bon, avec 400 motards derrière, on va revoir un peu. Pour le CO2, on va revoir ça, mais bon, voilà, du frigo troc. On partage, on a le sens du voisin, on a le sens de la valeur des produits, quoi. C'est ça, c'est important, quoi, bon sang. Et puis on consomme avec amour. Voilà, quand on voit des porcs élevés aux hormones, avec des marinas qui poussent là où il n'y a même pas d'eau, à un moment, oui, c'est pas du capitalisme, je vais vous dire, ou alors si, mais c'est en tout cas une belle connerie, si vous me permettez l'expression. Alors qu'on pourrait être tranquillement en train de pêcher les coques en slip de bain, avec son petit bob et puis son petit râteau, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Erwan opine du chef, dis donc, oui, il connaît ça. Et en tout cas, voilà, prendre le temps de s'asseoir, pardon, de prendre le temps et de regarder au loin, quand même, ça c'est un luxe. C'est un luxe qui n'a pas de prix, donc profitons-en, respectons la nature aussi, un peu flûte. Merci Denise. Bah de rien, je vais aller boire un coup d'eau. Ah, vous êtes une sainte alors, voilà, ça se confirme. Oui, merci. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Et on rappelle, pour toutes les infos sur la vallée des Saints, eh bien, vous allez sur le site internet qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Voilà, on se retrouve quant à nous demain, 9h50. Nous vous présenterons l'association Rêve de Clown. Et puis nous évoquerons également la fête du cinéma. Voilà, prenez soin de vous. Excellente journée sous le soleil breton. À demain, 9h50. Belle journée à tous.